est ravi de t'avoir aujourd'hui, Zach. Merci beaucoup de te prêter au jeu. Euh, je vais vous inviter à poser vos questions au fur et à mesure du talk. C'est un format assez libre. On n'est pas très très nombreux aujourd'hui. On a l'habitude de faire des talks à plusieurs centaines de personnes. C'est pas le cas aujourd'hui. Du coup, ça nous laisse pas mal de latitude pour te bombarder, Zach, te poser énormément de questions et essayer de comprendre un peu ton parcours. Moi, j'ai la chance de t'avoir rencontré à la Blue Factory, qui est l'incubateur de SCP Europe. C'était il y a 4 5 ans déjà, et tu étais deux plus un ou deux stagiaires en galère à paniquer un peu tous les jours sur ton produit, sur l'avancée, sur les ventes, sur les premières ventes. Je me souviens de cette époque-là. Et puis, petit à petit, j'ai un peu suivi de loin et découvert que, en fait, ça avait bien avancé ton projet. Donc déjà, je vais un peu t'inviter à me parler de ton parcours dans les grandes lignes. Parle-nous de ton parcours, Zach, et surtout, qu'est-ce qui t'a mené, qu'est-ce qui t'a poussé à créer une entreprise comme Bisport? Parfait. En tout cas, merci pour l'accueil, Mehdi, et bienvenue à tout le monde. Donc, effectivement, moi, je suis Zacharia, je suis le CEO cofondateur de Besport. J'ai 32 ans maintenant, donc le temps passe très vite quand on entreprend. Alors, Ouais. mon parcours est assez, j'allais dire, classique et non classique par rapport à la startup environnement, notamment sur Paris. Donc, moi, je suis né à Paris, du coup, de fils immigrés algériens qui ont quitté l'Algérie durant la guerre civile, donc dans les années 90. Donc voilà, donc je suis né à Paris, à Porte de Clignancourt, pour les personnes qui connaissent un petit peu Paris. Et j'ai eu un parcours du coup scolaire assez intéressant dans le sens où effectivement, lorsqu'on vient de ce type de milieu, la seule échappatoire, c'est soit le sport, la musique ou les études. Donc en fait, voilà, j'ai monté assez vite sur les différents niveaux d'études. Donc voilà, j'ai fait le collège à Paris, j'ai fait un lycée privé sur Paris. Donc, mes parents ont toujours investi de manière importante dans mes études. Et donc, j'ai fini par aller du coup au lycée Henri IV en prépa ECS. Donc, pour préparer du coup les concours d'école de commerce. Et j'ai du coup intégré le SCP en 2012, si je ne dis pas de bêtises, 2012. Donc, ESCP, arrivé à l'ESCP, et je me suis très, très vite dit que j'allais commencer à travailler. Donc, j'ai fait le SCP en 3 ans, avec notamment une partie apprentissage, pour effectivement commencer à gagner de l'argent, parce que la bourse, c'est sympa, mais ça ne permet pas du coup de pouvoir vivre correctement, notamment à Paris. Donc, voilà, j'ai fait le SCP en 3 ans, j'ai fait 1 an de conseil chez Stanwell. Et en fait, c'est à partir de là que mon ambition d'entreprendre est arrivée. En gros, on va dire que dans les années 2016, pour les gens qui ont un petit peu suivi, il y avait des très belles success stories en France, et notamment la revente à Snapchat de Zenly. C'est en fait pour Ouais, moi ouais, je m'en souviens. Ouais. Ouais. l'article effectivement qui m'a fait comprendre en fait que en fait, la tech, ça peut être intéressant. C'était l'ébullition à ce moment-là, hein. Il y avait des ventes, des rachats, des levées de fonds, The Exactement. Family, tout le monde montait son incubateur, Station F. C'était vraiment Exactement. l'ébullition. Et donc, moi, je me suis dit, voilà, j'ai toujours été dans les parcours assez classiques de prépa, grande école, conseil. Et je me suis dit, bon, Zach, tu n'as pas d'enfant, pas de femme, peu de dettes. Donc, si tu prends un risque, c'est maintenant. Et donc, j'ai décidé du jour au lendemain de démissionner et d'aller sur Barcelone. Donc, je suis allé sur Barcelone, j'ai travaillé en call center pendant 3 mois. Et ensuite, j'ai travaillé en tant que SDR. Donc, SDR, c'est la prospection à froid pour une entreprise qui s'appelle Carsguru, qui faisait en fait de la relance de paniers abandonnés dans le domaine du e-commerce. Et donc, je suis passé de SDR à Head of Sales en l'espace de 8 mois dans cette entreprise. Donc, on était 4 ou 5 au début. Quand je suis parti, on était une trentaine. Et donc, j'ai construit effectivement tout le bureau commercial. Et une fois arrivé Head of Sales, malheureusement, il y a une certaine barrière qui est effectivement, on ne peut pas être CEO à la place du CEO. Le CEO, c'est la personne effectivement qui a l'equity dans l'entreprise, qui a pris le risque. Et donc, je me suis retrouvé face à cette barrière. Et donc, j'ai décidé effectivement avec Sofiane, donc on va dire que c'était fin 2018, de commencer l'aventure entrepreneuriale. De nous dire en fait aujourd'hui, et Sofiane du coup que j'ai rencontré à l'ESCP et qui a continué à se prendre qui Ouais, 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 vous êtes rencontrés. Sofiane, c'est ton CTO, c'est ça? exactement, CTO. Ouais, CTO co-founder. Vous êtes rencontrés en école. Lui, comment il a atterri
à l'ESCP, en fait. À l'ESCP, alors lui, il a fait une prépa ECS comme moi, mais à Clermont. Ok. Et en fait, c'était assez drôle parce que lui, il était une année au-dessus de moi. Euh, Ouais. donc en fait, on avait des amis en commun et ce qui nous a rapprochés très rapidement à l'ESCP, c'était notre goût pour les mathématiques. Parce qu'en fait, en parallèle, moi, j'ai continué sur une licence de maths fondamentale à Jussieu. Et en Ouais. fait, c'est vraiment cet intérêt commun pour les mathématiques qui nous manquait beaucoup à l'ESCP. Hein. Parce que pour être parfaitement transparent, passer les concours, on va dire que le niveau de mathématiques Ouais, c'est le niveau global, le niveau général. enfin, plutôt le niveau de mathématiques. Après, il y a d'autres skills Ouais. qu'on apprend, mais effectivement, on va dire que c'est pas l'ENSAE, c'est pas une école d'ingé. Euh, Non, mais attends, ton CTO qui code, pourtant le SCP, c'est pas une école d'ingé. ouais. Comment ça se fait? Il est autodidacte. Alors, effectivement, alors lui, il a continué, il a fait une licence de maths fondamentale, un master de maths fondamentale, et il a fait ensuite le El Karoui, donc le master Ok. de finance quantitative à Jussieu, je crois que c'est Jussieu, ESSEC et Polytechnique. Et effectivement, en fait, il a une capacité extraordinaire à pouvoir apprendre très vite. Donc, il n'a jamais fait une école de code. Et il a appris effectivement sur le tas et avec le réseau de Centrale Supélec qui a pu du coup l'appuyer Extraordinaire. dessus. C'est extraordinaire. Et donc là, vous vous êtes retrouvés en école. Ce qui est intéressant, tu sais, je rencontre pas mal d'entrepreneurs qui ont une idée, pas forcément d'associés. Et ce qui va être intéressant, c'est pour eux, c'est comment ça se fait au départ? Quelle discussion est-ce que vous avez? Quelle discussion initiale entre associés? Comment est-ce que se fait une association? Ouais. Alors, c'est assez drôle. Nous, on a commencé plutôt en s'associant et en trouvant une idée. C'est-à-dire Ok. que, et après, je vais parler un petit peu des pivots qu'on a fait chez Sports. En fait, l'association était extrêmement simple. On s'est dit, on est deux mecs intelligents. Moi, je sais vendre, lui, il sait coder. Pourquoi on ne montrait pas une boîte? Pourquoi, en fait, des personnes qu'on a vues à l'ESCP ou d'autres grandes écoles avec peu d'expérience monter des très jolies boîtes? Donc, tu vois, on a dans notre réseau des boîtes extraordinaires comme Payfit, Les fit, ouais. Coursera. Les fit, Euh, c'est incroyable. c'est ça. Donc, en fait, on s'est dit Ouais. pourquoi ça ose, en fait, surtout sur des sujets, on va dire, pas extrêmement sexy, hein, la gestion de fiches de paye ou la gestion de copro, on va dire qu'à 21 ans, 22 ans, c'est pas non plus un sujet qui porte, on va dire, l'entrepreneur. Donc voilà, donc c'était plutôt en se disant, on n'est pas plus bête que les autres, on a des compétences qui sont en fait missiles, c'est-à-dire que tous les deux, on est suffisant pour monter une boîte. Donc d'abord, associons-nous et ensuite, derrière, trouvons une idée et derrière, développons-la. Donc, en fait, comment est née l'idée de Besport au début? Donc, en fait, on s'est dit très simplement, on voulait lancer une app. Voilà, donc c'était plutôt le produit qu'on voulait lancer. On s'est dit, 2018, on voit un petit peu le niveau des apps aujourd'hui. Il y avait aussi un nouveau framework qui commençait à arriver, qui était le React Native. Et Ouais. donc, on s'est dit, bah, apprenons sur le React Native, lançons des apps, ayons pas cette barrière technologique de développer deux apps en parallèle. Et en fait, derrière, trouvons un besoin B2C sur lequel on peut itérer facilement. Et tout simplement, on s'est dit aujourd'hui, c'est quoi la ligne sur nos prélèvements bancaires qui nous posait problème? C'est-à-dire des choses qu'on paye tous les mois, qu'on ne consomme pas. Et en fait, de manière assez unanime, ça a été la salle de sport. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un business model où en fait, le business model, c'est effectivement d'être abonné dans une salle Mm. de sport. Et je pense qu'autour de la table, beaucoup de gens sont abonnés à des salles de sport parce qu'ils étaient Mais motivés. tu vas pas. Exactement. Mais T'étais motivé le 3 janvier, t'as arrêté le 3 février, quoi. exactement. Par contre, tu continues à payer et Ouais. l'activité sportive ne s'est pas développée. Et donc, derrière, en fait, on s'est dit très vite, si ce business existe, derrière, il y a forcément d'autres business qui ont dû prendre un petit peu le contre-courant en disant, tu payes quand tu viens. Et donc là, on a découvert Mm. du coup, le marché, ce qu'on appelle boutique. Donc, ça va toucher des secteurs comme le yoga, le crossfit, le pilate, la pole dance, l'indoor La cycling, boxe. la boxe, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que, contrairement aux grandes enseignes qui ont leur devanture dans la rue, des grandes installations, nos futurs partenaires boutiques, c'est souvent des salles qui sont en fond de cours ou dans des immeubles, avec un marché qui est totalement éclaté. Et donc, il y a un vrai besoin en fait de pouvoir centraliser l'offre de services et derrière d'avoir un seul point de contact sur la donnée. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé au début une marketplace, qui était la marketplace Bsport au début, c'est-à-dire permettre aux clients de pouvoir trouver le bon cours au bon endroit, au bon moment, au bon prix et de pouvoir réserver facilement.
Donc voilà, c'est comme ça qu'est née effectivement l'idée de Bsport, principalement sur un besoin produit, plus que sur une étude de marché ou voilà, tout ce qui peut tout ce qui peut se faire en amont de lancer sa boîte. On n'a absolument rien fait de tout ça. C'est hyper intéressant parce que il y a plein de choses qui sont intéressantes. C'est déjà le fait que tu sois parti d'une envie plutôt que d'un besoin, que tu aies un petit peu craqué les choses en regardant tes lignes de compte et en te disant, bon, bah là-dessus, il y a une opportunité. J'imagine qu'il y a dû y avoir énormément d'excitation au début, de se Ouais, dire, ah tiens, c'est un marché éclaté, il y a quelque chose à faire, peut-être un modèle autour de la commission à chaque apport d'affaires. exactement. Mais je vois dans ton regard que t'as un peu, il y a eu du désenchantement assez rapidement. Exactement. Exactement. Donc en fait, et c'est aussi ça qui est important, c'est de savoir pivoter très vite. Donc dès qu'on a lancé le produit, là, ça a été, on va dire, la douche froide. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est dit, on a le meilleur produit sur le marché, on a la meilleure offre de service. Malheureusement, en fait, quand tu ne craques pas ton coût d'acquisition et ta lifetime value d'un client, tu peux avoir le meilleur produit qui existe et la meilleure offre de service. In fine, tes métriques ne font pas sens. Et donc, en fait, on s'est dit qu'on allait être en fait porté un petit peu par une sorte de buzz un peu sur la place de Paris, etc. On s'est rendu compte que en fait, j'avais aucune compétence en coût d'acquisition B2C. Donc voilà, mon métier, c'était de pouvoir faire. Donc j'arrivais à rentrer beaucoup de boutiques et d'offres de services. Par contre, derrière, d'aller convaincre des clients de télécharger une application à faible coût marketing, nous, on perdait, je crois, par téléchargement, je me souviens, on perdait 8 euros. 8 euros le téléchargement. Donc même pas le client actif, hein. Le téléchargement. Et derrière, on avait des lifetime value qui étaient extrêmement faibles dans le sens où on a dû avoir comme clients qui ont utilisé la plateforme, allez, une vingtaine. Donc, j'ai dû gagner, allez, 40 euros sur 3-4 mois et en perdre au moins 10 000 en ads, coûts de serveur, etc. Donc, en Mais fait, tu as beaucoup appris. Mais tu as beaucoup exactement. appris. Il y a eu aussi la construction de la marketplace. On a une question de Ludovic autour de ça. Vous êtes parti from scratch, vous avez utilisé un Ouais. CMS. Non, tout développé from scratch. Donc, au début, on avait un troisième Ouais. cofondeur qui est Gabriel Pichon, qui a en fait Ouais. quitté l'entreprise au moment du pivot effectif de l'entreprise. Donc non, tout a été développé from scratch, tout autofinancé. Donc avec notamment mes économies personnelles du conseil, hein. Le conseil, ça aide effectivement quand on dort chez ses parents, qu'on arrive à économiser un petit peu pour lancer sa boîte. Ouais. On a entre l'idée, les premières plaquettes et le lancement effectif, je crois qu'il y a eu 5 mois. Donc 5 mois entre effectivement, donc moi je partais chercher des partenaires et je rentrais leur offre de service dans une base de données Django très compliquée à mettre en place. Donc moi c'était extrêmement time consuming de rentrer la base de données d'offres de service. Et ensuite derrière, sur la partie tech et sur la partie design, donc on a été appuyé par une junior designeuse qui nous a fait, qui est aujourd'hui en fait c'est assez drôle, on a les mêmes designs qu'au moment où on a fait du coup Vespa. Donc, elle nous a fait des super designs. Et je pourrais mettre, alors je ne me souviens plus exactement de son nom, ce qui est assez. Ouais, donc Je crois qu'aujourd'hui, elle est lead designer chez Ornica. Euh, tu te débrouilles au début, tu vas chercher des amis d'amis, des connaissances, des gens qui peuvent t'aider. exactement. Et donc voilà, donc on a lancé la marketplace début mars et on l'a arrêté, en tout cas on a arrêté son développement à partir de début juin. Donc, en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que le produit était top. Par contre, derrière, en fait, il ne répondait pas aux meilleurs besoins, aux meilleurs besoins du marché. Et là, vous vous dites quoi avec ton associé? Et bien Il y a là, du... on découvre, et en fait, ça qui est intéressant, c'est qu'en développant la marketplace, j'ai parlé avec beaucoup du coup de boutiques fitness, j'ai découvert en fait une nouvelle opportunité. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que les boutiques fitness, leur business model, il est totalement différent des salles de sport. C'est-à-dire que dans une boutique fitness, tu achètes soit ton cours à l'unité, soit ta carte de 5 cours ou de 10 cours. Donc en fait, le business model d'une boutique, c'est effectivement d'attirer des nouveaux clients, mais surtout d'augmenter leur repeat et leur rétention. Et donc, j'ai creusé un petit peu avec eux quelle plateforme SaaS ils utilisaient, dans le sens où moi, je sais maîtriser le SaaS. Je sais vendre du SaaS en adband. Donc, quelle plateforme SaaS ils utilisaient? Et de manière assez unanime, ils utilisaient une plateforme qui s'appelle MindBody pour effectivement gérer, en fait, c'était leur ERP de base. On Hmm. a creusé au niveau technologique la plateforme avec Sofiane notamment, et il m'a expliqué qu'en
un an et demi, on arriverait à développer un MVP meilleur que MindBody. Donc ça, c'est sur la partie produit. Et ensuite, sur la partie business, bah, moi, j'ai découvert que MindBody était leader dans son marché. C'est-à-dire que Meilleur, ça veut dire quoi? euh, Meilleur, c'est d'un point de vue quoi? D'un point de vue UX, d'un point de vue. d'un point de vue UX, d'un point de vue fonctionnel, en fait, ce qui est intéressant, c'est que MindBody, c'est un système qui a été développé il y a plus de 20 ans, qui s'est recréé du coup, en fait, en développant des features de manière non construite autour du produit, qui se retrouve bloqué en fait avec un back-office qui ont du mal à modifier, parce qu'aujourd'hui, ils ont du coup 40 000 clients actifs. C'est une boîte qui pèse 2 milliards et demi. Et donc, moi, je me suis dit, bah, banco. Banco, je suis capable de monter une boîte dans les 10 prochaines années qui va avoir à peu près 10% de leur valorisation. On va leur prendre des parts en capitalisant sur cette nouvelle génération d'entrepreneurs dans les salles de sport qui ont besoin Exact. de plateformes UX friendly. Ok. Et puis ta force de vente à toi. Exactement. En fait, c'est vraiment les sports. Ce qui est intéressant, c'est effectivement, on est porté par le produit et en fait, on va directement sur ce qui a de l'impact, de l'impact. Mais aussi derrière, en fait, il y a une capacité d'exécution qui permet en fait de pouvoir accélérer les cycles de vente. Et donc là, tu as parlé de galères et de pivots produits. Donc là, j'imagine que tu pivotes, tu commences à avoir tes premiers clients, tu vois que ta boîte mail, elle se rallonge, c'est des bons signes, du repeat, etc. Mais pour autant, tu devais quand même, ces 2, 3 premières années, tu devais quand même avoir quelques galères, j'imagine, autres que le produit. Euh, qu'est-ce que t'as connu? Quel retour t'as là-dessus? Quel regard t'as aujourd'hui? Ouais, alors effectivement, donc nous, ça a été, donc si on reprend un peu les timelines, on va dire que c'est de mi-2018 à fin 2019, où là, effectivement, ça a été le moment, des moments charnières, hein, dans le sens où moi, j'avais besoin de vendre un produit qui n'existait pas. Et donc, je vendais sur Slide, donc un produit où on va remplacer la plateforme. On va dire que les moments les plus durs, c'est la fameuse go-to-market. C'est-à-dire que je pense qu'on a été un petit peu trop en avance de phase de commencer à vendre le produit avant de l'avoir développé. Donc, je sais que souvent, il ne faut pas être trop en retard de vendre un produit qui est déjà fini avant de le développer. Donc, je pense qu'effectivement, cette go-to-market, on a perdu beaucoup de temps sur déjà commencer par une marketplace et pas directement sur le produit ERP qu'on voulait développer. Et derrière, d'avoir en fait, on va dire, des rythmes d'itération de développement du produit qui, moi, m'ont bloqué pendant un an et demi sans revenus qui rentrent, avec un produit qui s'étale dans le temps, mais toujours avec une vision que ce produit-là va pouvoir en fait permettre de monter la boîte qu'on a montée aujourd'hui. Donc ça, on va dire que c'est la première difficulté. La deuxième difficulté a été effectivement de lever des fonds. Euh, Aujourd'hui, on voit, et je me souviens aussi qu'à mon époque, en 2018-2019, il y avait énormément de levées de fonds seed à 200, 300, 400 000 euros sans produit, sans revenus. Et en fait, je me suis retrouvé face à un mur où on n'a eu aucun retour positif de levée de fonds, malgré l'équipe entrepreneuriale, dans le sens où le marché français est un marché quand même extrêmement frileux dans le domaine du sport. C'est Ok, assez, le sport. intéressant. En gros, aujourd'hui, les investisseurs n'investissent pas dans deux catégories, le sport et les sites de rencontres. C'est vraiment les deux. Alors, pourquoi? Moi, j'ai jamais eu une réponse extrêmement claire là-dessus, mais c'est vraiment les deux domaines dans lesquels ils ont une peur panique et voilà, ils n'investissent absolument pas. Donc, impossible de trouver des fonds. Donc, on a pu faire une petite levée de fonds avec Wilco, donc le prêt d'honneur. On a Ouais. pu effectivement avoir 60K pour nous permettre de voir les premiers stagiaires, de payer les serveurs, de payer de la prestation aussi intellectuelle, mais très, très compliqué pendant 2 ans, sans revenus et avec des fonds qui s'amenuisent, de pouvoir en fait se dire on continue dans cette direction. Qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a débloqué les choses en fait auprès des investisseurs? Les revenus. C'est assez simple, hein. Nous, on a levé de l'argent fin 2020. Donc, si on reprend un petit peu l'historique, nous, début 2020, février-mars, je m'assois avec mon associé et on se dit, bon, on a une vingtaine de clients, ça nous fait, allez, à tout casser 5 000 euros de revenus, on enlève les 1 000 euros de frais de serveur, etc. Ça nous fait le SMIC pour Sofiane et moi-même. On s'est dit, bon, après 4 ans,
et après le niveau de dépenses et le niveau d'investissement qu'on a mis, est-ce qu'on continue dans cette direction ou est-ce qu'on se dit, bon, bah, ça a été une aventure intéressante. Sofiane repart sur la partie indépendant ou travailler en banque. Moi, je repars sur la partie conseil. Donc, j'avais eu une offre, je me souviens, d'une boîte qui s'appelle Artefact Ouais. pour aller travailler chez eux. J'avais passé des entretiens pour aller travailler chez eux. Donc, tout ça, c'était pré-Covid. Et je me suis dit, bon, allons-y, je n'ai pas perdu trop d'argent. J'ai appris beaucoup. Donc, allons-y. C'était, on va dire, une parenthèse intéressante dans ma vie. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est le Covid. Le Covid, dans le sens où, eh ben, en fait, là, on rabattait toutes les cartes. C'est-à-dire que tous nos clients étaient fermés. Et là, c'est le premier ERP qui va innover pour permettre à nos clients de pouvoir continuer leur activité. Et on a été Hmm. premier sur le marché en l'espace de 2 jours et on a implémenté le live streaming et la vidéo à la demande sur la plateforme. Énorme. Et là, on est passé de 20 clients à un peu plus d'une centaine en l'espace de 4 mois, Énorme. avec 15 cas de MRR et une croissance à 20% month to month. Et derrière, du coup, une levée de fonds à 800 000 fin 2020. Ouais, parce que là, du coup, le marché que vous taclez, c'est celui du sport, mais comme tu dis, tu as du revenu, tu as des KPI qui montent, tu as probablement un coût d'acquisition qui baisse. Enfin, ça devient vraiment un must-have, en fait, le produit que vous implémentez. Exactement. Euh, et du coup, tu vois, enfin, ce dont on se rend compte quand on lit entre les lignes de ce que tu nous dis, si on regarde un peu les bonnes pratiques pour des gens qui veulent se lancer, les bonnes pratiques go-to-market, euh, moi, je retiens deux choses. C'est la rapidité d'exécution. Donc, quand tu dis 2 jours d'implémentation, plutôt que passer des mois à vendre un produit qui va arriver, et voilà, tu sais pas. Je retiens la rapidité d'exécution et puis vraiment aller chercher quelque chose qui fait mal, quoi, où il y a un pain très très fort pour une population assez grande, quoi. C'est exactement ça. Et en fait, nous, le Covid, je le dis souvent, ça nous a permis d'accélérer. C'est-à-dire qu'on aurait pu très vite en fait se dire, nous, vu le Covid, les gens vont changer de pratique et donc ça va être dans la durée. Très rapidement, en fait, on a créé un MVP sur le Covid. Très rapidement sur le live streaming et la vidéo à la demande. Mais par contre, on a itéré, on a développé le produit en pensant que la situation va revenir à la normale. Et donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Il peut y avoir effectivement des changements de marché et des opportunités à saisir, mais derrière, il y a une vision qui doit être extrêmement claire nous, en fait, on était là pour vendre une plateforme pour les studios physiques Mm. d'activités sportives. Et c'est intéressant parce que je peux vous rendre mon cas et je peux prendre d'autres concurrents qui ont décidé de partir full VOD, donc avec un produit bien plus développé sur le live streaming et la VOD, mais qui, au retour de la normale, en fait, se retrouvaient bloqués en termes de go-to-market. Alors que toi, ça faisait partie en fait d'un tout, quoi, d'un package pour les plateformes. Exactement. Vous avez continué sur la marketplace? Alors, absolument pas. On a totalement arrêté la marketplace. Ok. Par contre, on a conservé l'asset qui était le produit, qui était l'app en React Native, qui nous a permis en fait de pouvoir du coup avoir l'app des sports au moment où on a lancé notre plateforme SaaS ERP. Ouais. Donc, on a utilisé le même asset et nous a permis aussi de pouvoir en fait white labelliser les applications pour nos clients. Ouais. En fait, tout Ok. l'asset stratégique qu'on a développé sur l'app, on l'a conservé pour la suite du développement. Ok. Là, tu vois, on parle de levée de fonds. Bon, le contexte était un peu différent en 2016, encore plus post-Covid. Là, le contexte a un peu changé. On entend pas mal parler de renta, d'EBITDA, de multiples d'EBITDA. Aujourd'hui, quelle question devrait se poser quelqu'un avant de partir sur 6 mois de levée de fonds? Alors, la première chose, c'est d'avoir déjà un business model qui est sain, c'est-à-dire qui est rentable. Alors, c'est pas un gros mot la rentabilité dans la tech. C'est-à-dire que nous, on a C'est été nouveau, rentable ça. fin 2020. Tu vois, avant qu'on fasse la levée de fonds, on était Ouais. rentable. Donc, on sortait de l'argent en se payant socialement. Lorsqu'on a fait ensuite notre bridge, on était rentable fin 2021. Et lorsqu'on a fait notre série A fin 2023, on était rentable. Fin 2022, pardon, on était rentable. Et là, on part sur une série B et on va être rentable en fin d'année. Donc, en fait, pour moi, une levée de fonds permet uniquement d'accélérer un business model qui est rentable. Et donc,
pour moi, les métriques à regarder très rapidement, c'est son coût d'acquisition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui pose beaucoup de problèmes, notamment dans le domaine du SaaS, c'est qu'on considère en fait des coûts d'acquisition, enfin des CAC payback période, donc à partir de combien de mois le client est rentable, sur des durées qui sont hallucinantes. C'est-à-dire que je vois des chiffres aujourd'hui sur le marché à 13, 15, 18 mois de rentabilité pour une plateforme SaaS, alors que en fait, des métriques pour moi saines, c'est entre 4 et 8 mois. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. projeter une durée de vie d'un client sur 10 ans, 15 ans, alors que le besoin de cash, il est maintenant, ça ne permet pas en fait d'avoir des métriques qui sont saines. Donc, en gros, ta lifetime value doit être bien plus efficace, bien plus réduite que. C'est ça. C'est toujours, en fait, toujours voir le worst case scénario parce que malheureusement, si tu prends par exemple 18 mois de CAC payback, ça veut dire qu'en fait, tu vas perdre de l'argent pendant 18 mois sur ce client-là. Et donc là, on parle vraiment uniquement sur la partie coût d'acquisition. Après, derrière, tu as tous tes coûts de structure, l'équipe tech, l'équipe produit, l'équipe CSM, les loyers, etc. Derrière, en fait, si ta métrique commerciale ne te permet pas que ton client soit rentable durant l'année, en fait, derrière, ton business model, il est absolument pas simple. Parce que tes cycles de financement, ça va être tous les ans et demi. Et donc, si tu continues à perdre de l'argent sur des clients que tu viens de signer entre deux levées de fonds, ça veut dire que tu n'as pas trouvé encore ton go-to-market. Mais les raisons pour lesquelles on lève des fonds, est-ce que ces raisons-là ont changé? Parce que la logique pendant 10 ans, ça a été je lève des fonds parce qu'il y a cet effet winner takes all, quoi. Dans la tech, je lève des fonds pour cramer, 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 notamment en coût d'acquisition marketing, aussi en partie pour aller chercher des talents que je pourrais pas me payer par ailleurs. Mais aujourd'hui, pourquoi quelqu'un irait, qui est rentable, entre guillemets, pourquoi quelqu'un irait lever des fonds? Alors, je suis d'accord avec toi sur le premier point, mais c'est vrai uniquement pour la marketplace. Tu vois, donc aujourd'hui, payer ses clients, donc perdre de l'argent à chaque fois que tu signes un client, c'est vrai pour la marketplace. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'un effet de masse pour que derrière, en fait, on puisse revoir les unités économiques. Par contre, sur le SaaS, en fait, le SaaS ou l'infogérance, à l'époque, on appelait ça comme ça il y a 30 ans, L'infogérance. l'infogérance, en fait, il y a des très, très belles boîtes françaises qui ont été créées dessus, notamment, on peut citer Atos, hein, Ouais. où en fait, ça n'a jamais été de payer pour ses clients. En fait, le business model d'un SaaS, ça a toujours été, en fait, on offre un service et derrière, on a une rentabilité sur nos clients. Et donc aujourd'hui, lever des fonds pour un SaaS qui n'a pas trouvé ses unités économiques, c'est uniquement pour retarder en fait le coup près qui va arriver et qui est en train d'arriver aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on avait des multiples de valo avant à des 20x, 25x il y a 2-3 ans, et 20x, 25x sur quoi? sur l'ARR. Sur Euh, l'ARR en et général. aujourd'hui, on se retrouve sur des nouveaux tours de table en 2023-2024 entre 7 et 12x. Et bien, en fait, ça remet l'église au milieu du village. Ok. Ok. Donc en fait, tu, euh, tu lèves des fonds quelque part pour gagner du temps et faire en sorte de construire un produit et avoir une acquisition client qui fasse que ta valo C'est ça. soit solide, quoi. Ouais. En fait, tu lèves des fonds pour financer ton CAC payback. En gros, c'est-à-dire qu'au lieu de se dire, je ne peux plus recruter de sales pour en tout cas accélérer ma croissance et rester toujours sur des multiples VC compliant, c'est-à-dire des 3x, 2x year to year, en fait, tu te retrouves bloqué. Là, typiquement, c'est pour ça qu'on a fait cette série A, hein. On s'est retrouvé bloqué. On était à peu près à 2,4 millions d'ARR et on s'est dit, en fait, on a besoin de double down sur l'équipe de vente donc pour financer du coup ces acquisitions ces acquisitions de clients. Et donc, tu as besoin en fait de ce cash frais dès maintenant. Après, Mm. est-ce qu'on aurait dû lever 3 millions ou pas? Tu vois, typiquement, aujourd'hui, on a levé 3 millions il y a un an. Sur ces 3 millions, il nous reste un peu plus d'1,5 million au Ouais. bout d'un an et demi. Donc, aujourd'hui, en fait, on aurait pu potentiellement lever moins. Par Mm. contre, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, et c'est ce qui est souvent dit, hein, c'est très long de lever de l'argent. C'est Ouais. très compliqué. Et notamment, quand j'ai levé, on va dire en 2022,
c'était, on va dire, la pire période pour lever de l'argent sur le marché. Un new logo pour un fonds d'investissement, c'était impensable. Là, le but, c'était vraiment de refinancer leur boîte. Et donc, en fait, on a en fait, c'est très peu flexible en termes d'opportunités d'investissement. Ce n'est pas un prêt bancaire où tu peux en fait faire plusieurs prêts bancaires par la suite. Par contre, derrière, c'est prendre un maximum d'argent et prévoir le futur assez rapidement quand tu fais une série A. Alors, peut-être pour répondre à JC, en gros, effectivement, lorsque tu as un fonds d'investissement qui rentre dans ton entreprise, son but, en fait, c'est d'avoir à minima un multiple de 5x sur sa valorisation. Et donc, pour ça, il faut que ta boîte croisse entre 100 et 200% tous les ans, avec du coup un EBITDA qui soit aujourd'hui cohérent, pour que derrière, en fait, la valorisation de l'entreprise soit sur des multiples entre 8 et là aujourd'hui sur notre marché, on est entre 9 et 15 fois l'ARR. En fait, ça vient de là. En fait, une boîte qui croît peu, en fait, aura un multiple de valorisation qui sera beaucoup plus bas, ARR égale, qu'une boîte qui croît de manière plus importante. Si on regarde un petit peu, si on rentre un petit peu dans la structure de ta boîte, enfin l'operating system de Bisport aujourd'hui, là aujourd'hui tu es à Barcelone, Ouais. tu as des bureaux à Paris, la boîte a été lancée à Paris. Comment ça s'organise un peu? Comment est-ce que tu penses, on en a parlé un peu avant ce talk, mais comment tu penses la question du télétravail? Alors, je vais peut-être dire quelque chose. Effectivement. Alors, j'ai beaucoup changé sur le télétravail. Faut savoir que, alors moi, je viens peut-être d'un vieux monde où le consultant devait être chez le client, donc ne pouvait pas être dans le bureau, et où le concept de télétravail était inexistant. Et donc, au début, chez Vesport, notamment en 2020, 2021, 2022, voire jusqu'à mi-2023, il n'y avait aucun télétravail dans l'entreprise. Donc, on était totalement à contre-courant, on va dire, des dynamiques de marché. Alors, pourquoi aucun télétravail? Alors, ce n'est pas par un manque de confiance des salariés, parce que souvent, c'est ce qui peut un peu être reproché au CEO. Euh, télétravail impossible pour moi parce que, en fait, par définition, une startup, notamment early, en fait, c'est une croissance de 10% tous les mois. Donc, tous les mois, en fait, on croît de 10%, donc que ce soit le business, mais aussi l'entreprise, ce qui fait des croissances à 2, 3 fois l'entreprise year to year. Et donc, en fait, le télétravail empêche totalement de pouvoir créer ces synergies au sein des différentes équipes. Parce que quand une entreprise elle fait x2 year to year, c'est bien beau d'avoir des process. À la fin, en fait, ces process, ils font x2 year to year. Donc, c'est pour ça qu'on n'avait absolument pas, on n'avait absolument aucun télétravail. On a commencé à flexibiliser un petit peu les choses en ayant un mois de télétravail. Pardon, je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'était 15 jours de télétravail par an à partir de 2023. Et aujourd'hui, on a un jour de télétravail par semaine et on a 10 jours de télétravail en plus par an. Tu vois, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est la question des synergies. Donc, on entend beaucoup parler de ça. Euh, je pense que tu as plein de gens qui seront d'accord avec toi là-dessus. Et tu as plein de gens qui se diront, OK, mais de quoi est-ce qu'on parle exactement? Quand on parle de synergie favorisée dans le lieu de travail et qui permettent d'aller vite, etc., concrètement, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce que ça concerne tout le monde? Alors, pour moi, ça concerne principalement, et en fait, principalement la majorité de l'entreprise. Après, effectivement, il y a des fonctions support où le télétravail, tu vois, aujourd'hui, des fonctions support et même des fonctions comme les RH ou le marketing, en fait, ont besoin de parler avec les équipes, ont besoin de parler avec les managers pour comprendre, en fait, le sous-entendu, en tout cas les besoins de leurs équipes. Pour moi, en fait, les synergies, elles viennent souvent. En fait, souvent, on considère que la collaboration, et moi, j'ai vraiment cette vision-là, on associe à plutôt une vision plutôt asynchrone des échanges. Moi, je considère en fait que dans la communication, il y a une communication qui est transcrite. Donc voilà, on documente tout sur Notion, on fait des mails propres pour expliquer du coup les dynamiques. Mais il y a aussi une communication qui est un petit peu, qui n'est pas en fait, qu'on ne peut pas transcrire en fait dans un texte, ou en tout cas qui peut être interprété de manière différente. Et en fait, ça, si tu n'es pas au quotidien avec la personne,
si tu ne vois pas les dynamiques de ces équipes, tu ne peux pas comprendre en fait les signaux faibles de telle décision, de telle décision. Donc c'est pour ça que c'est important en fait de pouvoir discuter et de collaborer ensemble au maximum possible. Ok. Donc, ce sont principalement les signaux faibles. Euh, Là, vous êtes passé donc de quelques personnes, Sofiane, toi, plus quelques personnes, à aujourd'hui, vous êtes combien? Zach, 100, 120, 130 dans la Alors team? aujourd'hui, on est 140 personnes, 140. équivalent OTP, on est 115. Ok, donc enfin moi, ce qui va me paraître intéressant, c'est aussi ton job à toi. Comment est-ce qu'il a changé? C'est quoi ton job aujourd'hui globalement? Mais avant ça, juste avant ça, Barcelone. Ouais, comment ça se passe le marché local pour le marché des talents localement? Est-ce que c'est un marché compliqué, moins compliqué que Paris? Ça a l'air de Alors, bouillonner en tout cas vu de loin. ça a pas mal changé. Ouais. Donc moi, pourquoi Barcelone déjà de base? J'avais vu en fait dans mon ancienne expérience comment scaler une équipe sales internationale depuis Barcelone. Et donc depuis le premier jour, Besport, c'est effectivement un go-to-market à minima européen et aujourd'hui totalement international. On a plus de la moitié de nos clients qui sont en dehors de la France. Et donc pour cela, malheureusement, Paris ne permet pas de pouvoir scaler des équipes sales internationales. Euh, je Pourquoi? Parce que culturellement, en France, si quelqu'un ne parle pas français, il va avoir beaucoup de mal à pouvoir s'intégrer soit dans la vie quotidienne française, soit sur le marché du travail. Intéressant ça. Il y a très peu de, même anglais natifs, hein, c'est très compliqué anglais natif. Mais imagine un Allemand, une Néerlandaise, une Italienne, un Espagnol, c'est quasi mission impossible. Il y a très peu de villes en Europe qui permettent de faire ça. On a un peu Berlin, on a un peu Amsterdam, mais avec des salaires plus élevés. On a Lisbonne qui attire moins de talents parce que je pense que c'est un peu dévalorisé sur la place internationale. Et on a Londres et Dublin qui sont plutôt avec des coûts de structure très importants et plutôt sur des aspects de défiscalisation. Ce n'est pas notre problématique aujourd'hui. On n'est pas une boîte qui fait des bénéfices. Donc, effectivement, pour nous, Barcelone était vraiment the place to be. Donc, c'était très intéressant en 2020, 2021, 2022. On va dire que depuis 2023, les choses commencent à se corser, notamment sur le marché du travail et sur, on va dire, une inflation des salaires. Dans le sens où on a beaucoup d'entreprises, beaucoup de licornes internationales comme notamment Travelperk ou Factorial qui recrutent beaucoup en ayant Ouais, des CAC payback périodes très élevées et en fait en ouais. surpayant des personnes. Aujourd'hui, je peux avoir des gens qui sont payés en tant que SDR notamment ou en tant que AE à Barcelone beaucoup plus cher que dans leur pays natif parce que d'un point de vue opérationnel, ces entreprises préfèrent en fait consolider tout le monde au sein d'une même région. Intéressant, intéressant. Et du coup, sur cette question des salaires, aujourd'hui, en dehors de l'inflation sur les salaires, toi, comment est-ce que tu réfléchis à ce sujet-là? Je sais qu'il y a des boîtes qui ont une culture de l'incentive très très forte. Tout le monde est incentivé, même la tech. Euh, Toi, comment est-ce que tu réfléchis à ça? Alors, pour nous, il y a deux biais sur le salaire. Il y a effectivement, pour nous, il faut qu'on soit compétitif par rapport au marché. Donc, en fait, moi, je refuse de sous-payer des gens. Alors, c'est vrai aujourd'hui, c'était moins vrai post-ci. Voilà. En fait, plus on a des financements et plus ça nous permet de payer les gens on market. Par contre, pour moi, la vraie incentive, c'est l'equity. C'est-à-dire qu'en fait, et notamment de la part de mes managers ou de mes top performers, c'est d'incentiver jusqu'à l'exit. Ce qui est intéressant chez Bsport, c'est qu'on a eu des tours avec des valos qui étaient assez faibles par rapport au marché. Donc, on a eu des valos entre 6 et 7x de levée de fonds. Et en fait, ce qui va permettre aujourd'hui d'avoir une incentive extrêmement forte au moment de l'exit de l'entreprise. Ok, ok. Et ça, la logique, c'est quoi? C'est écrit noir sur blanc lorsque tu signes un contrat, ou alors c'est plus à la discrétion d'un manager lorsqu'il y a une performance? Enfin, comment est-ce que comment est-ce que Alors, tu as de la participation chez Bisport?
Ouais, alors nous, il y a deux types de profils. Donc, alors, quand on va chercher un profil plus expérimenté, c'est à la signature de contrat. Et donc, derrière, effectivement, là, au cours des années, on a fait ce qu'on appelle des refresh. Donc, il y a la signature du contrat et ensuite, derrière, en fonction des performances, on refresh les parts. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est au contraire prendre des juniors ou des semi-juniors et derrière, en fait, déjà établir un plan de BSPCE au bout de 6 mois à 1 an de présence dans l'entreprise et ensuite, derrière, de ce plan de BSPCE en fonction de l'évolution des personnes. Donc, aujourd'hui, il n'y a rien qui est écrit dans le marbre. C'est plutôt de manière collégiale que je le fais avec soit mes cofondateurs, soit les managers. Sur effectivement, là, on est en train de faire un plan de BSPCE qu'on va annoncer dans les prochains jours pour effectivement définir les profils et le nombre de parts que ont nos salariés. On a une question de Tarek en fait, ouais, lorsque tu lèves des fonds, est-ce que t'as pas eu le sentiment d'avoir, en gros, quelle était ta relation avec les VC? T'as pas eu le sentiment d'avoir une certaine pression derrière, notamment dans la période actuelle? Alors, effectivement, donc, nous, on a levé des fonds avec Seventure Partners. Et on a eu effectivement un alignement parfait des planètes. C'est-à-dire que moi, avec Bruno Rivet, on a la même vision des choses. C'est-à-dire que par principe, une boîte doit être rentable. Et Ouais, donc, derrière, la croissance n'implique pas d'avoir un business model qui ne fait pas sens. Donc, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que la boîte tourne très bien. Tu vois, là, aujourd'hui, on est à 6 millions plus d'ARR, on a burné 2,5 millions. Donc, on a un burn multiple à 0,5, ce qui est ridicule, hein. La norme de marché, c'est plutôt à 2, hein. ouais, C'est entre ouais, 1 et c'est pas 2. mal, ouais. Donc, C'est pas mal du tout, même. c'est ça. Donc, on va dire que financièrement, la boîte tourne très bien. Et donc, j'ai de très, très bonnes relations avec mes investisseurs. Et au contraire, ils veulent remettre dans le pot. Et c'est plutôt moi qui freine. Qui freine aujourd'hui. On n'a pas besoin d'argent. Ok. C'est la première des choses. Et la deuxième question sur la partie liquidité préférentielle, c'est une très bonne question. Et pareil, moi, j'aime bien quand les deals sont propres. C'est-à-dire que tu investis tant, tu as X% et on revend la boîte, tu auras X%. Basta. En Ouais. gros, je pense que le concept de liquidité préférentielle, ce qui, moi, un concept qui est pour moi, qui n'est pas normal, en fait. C'est quelque chose que j'ai découvert à un moment de la série A, que je ne connaissais absolument pas, qui en fait assure une rentabilité minimum de l'investisseur sur l'ensemble de l'entreprise à cause potentiellement d'une valorisation délirante au moment de la série A. En fait, c'est juste ça, Hmm. juste dire ça. C'est-à-dire qu'on ne croit pas trop en ta valo. On sait que le multiple ne sera pas dingue. Par contre, derrière, peu importe combien tu vends, nous, on a un TRI minimum à 2x ou 3x. Et donc ça, pour moi, c'est absolument pas concevable. On est ensemble, on a un deal qui est extrêmement propre. Derrière, eh ben, on va ensemble. Donc, on s'est beaucoup battu sur la valo, qui était plutôt basse du coup au moment de la série A. Par contre, Ouais. le concept de liquidité préférentielle était En absolument effet, pas sur la table. ça te donne quand même le sentiment de pas être très, très aligné, quoi, d'avoir des invests qui sont là juste pour, entre guillemets, l'aspect financier de l'aventure et pas tout le reste. Même si ça reste quand même, pas se le cacher, l'aspect le plus important. Exactement. Euh, Si on parle un peu produit, donc nous on est The Product Crew, agence de recrutement tech et product. Si on parle product et tech, donc aujourd'hui Bisport, on l'a pas beaucoup évoqué, mais globalement, quelles vont être les fonctionnalités principales, ce qui va être principalement utilisé par les clients et leurs users à eux, et sur quoi est-ce que vous travaillez? J'ai vu qu'il y avait un peu des chantiers IA. Sur quoi est-ce que vous travaillez à la tech? Alors, effectivement, donc nous, on est principalement un marché de remplacement. Et donc, on rentre par la partie ERP. Donc, en fait, un outil qui leur permet de pouvoir gérer opérationnellement l'ensemble de leurs réservations, leur base client, etc. Donc, nos clients rentrent vraiment par ce besoin métier-là. Et sur cette partie-là, nous, on travaille beaucoup sur la possibilité pour nos clients de personnaliser leur expérience. Et ensuite, pendant maintenant 2 ans et on continue, c'est on rentre par l'ERP et ensuite, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé des fonctionnalités qui étaient disponibles dans d'autres SaaS qu'ils utilisaient, mais directement au sein de la plateforme. Donc, par exemple, on a développé une plateforme de marketing, donc un équivalent de Mailchimp ou de ActiveCampaign, directement dans la plateforme en se disant,
En gros, nos clients vont avoir besoin de 1 à 2% du produit ActiveCampaign Mailchimp qui est plutôt dédié du coup à des départements marketing. Au lieu d'avoir une connexion par API qui fonctionne de manière non structurée et qui ne permet pas d'aller beaucoup plus loin, et ben on va développer ça pour l'intégrer dans notre système. Pareil, un outil Ok. de rendez-vous, pareil, un outil de signature électronique pour leur contrat, etc. Donc, c'est vraiment ça la go-to-market, c'est de se dire comment on rend le client encore plus sticky autour Hmm. de son ERP. Et enfin, effectivement, comme tu l'as dit, notre dernière phase, c'est effectivement ce qu'on pourrait appeler l'IA. J'appelle ça plutôt le machine learning, mais on va appeler ça l'IA. C'est effectivement d'être porteur de conseils sur leur business model. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a recruté notamment un lead data il y a un peu plus d'un an, donc Thibaut qui est à Paris avec son équipe data pour travailler effectivement sur des algos de recommandation. Ok, d'accord. Et quelles vont être les principales recommandations? Ça va être quoi? Ça va être. Alors, vu que nous, on est très concentré soit sur des verticales métiers comme le yoga, verticales industrie, comme le yoga, le pilates, le crossfit, soit sur des localisations, donc Ouais. Paris, Londres, Amsterdam, en fait, on a une vision complète du marché. Donc, on sait quel est Ok. le prix moyen d'un cours, on sait quel est le taux de remplissage, on sait toutes ces informations-là. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'apporter cette valeur-là à nos clients en leur disant, sur ta zone de chalandise, tu es 20% moins cher que la moyenne des clients. Hmm. Sur la zone de chalandise, ce cours-là, à cette heure-là, remplit 30% de plus. Donc, regarde ce qui se passe en fait. Regarde ce qui se passe, change tes prix, change ton prof, change la manière de communiquer, mais aie en fait tes insights data sur effectivement ton marché. C'est intéressant. Notamment, j'imagine, pour une salle qui veut expand, ouvrir dans une ville à côté, comprendre un peu le marché local. C'est exactement ça. Et Ouais, surtout, il faut savoir que nos clients, et c'est ça que j'adore avec mes clients, hein, c'est que c'est des gens, bah, c'est des entrepreneurs. C'est-à-dire que ouais. le plus souvent, ils ont un business, ils ont un PNL qui leur permet même pas de se payer pendant 2, 3, 4 ans. Et en fait, il leur suffit d'avoir des petits tweaks de réacquisition client, de changement de pricing, de changement d'offre de service pour comme ça basculer sur un business model qui est rentable. Si on vient un petit peu euh, donc à ton équipe, moi ça me paraît quand même 130 personnes aujourd'hui. Ton job, c'est quoi aujourd'hui? Quand tu as 130 personnes et que tu es CEO d'une boîte rentable, Quel est mon job? c'est quoi ton Alors, job globalement? c'est ce que je dis souvent en fait. Mon premier job, c'est de s'assurer de la croissance. C'est-à-dire de s'assurer qu'on va arriver aux 2x cette année et d'avoir une croissance toujours à 100%. Donc, moi, j'ai commencé beaucoup dans l'équipe sales et je garde encore un appui fort sur l'équipe sales et l'équipe customer service pour effectivement s'assurer du coup du MRR et s'assurer effectivement que le churn déborde pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est de s'assurer que le PNL de l'entreprise tourne. C'est-à-dire de s'assurer qu'on ne va pas arriver à un moment où la trésorerie va être compliquée et il faudra prendre des décisions que moi, je ne souhaite pas prendre aujourd'hui, qui ont été des décisions qui ont été faites par mes collègues start-up à Paris, qui est un rallongement du runway en licenciant entre 20 et 30% de leurs équipes. Je préfère piloter comme ça mon entreprise en me disant on décale des recrutements plutôt que de licencier pour des problématiques économiques. Et la troisième chose, c'est de trouver plus d'argent. Donc, trouver plus d'argent pour porter la croissance. Donc là, aujourd'hui, je suis en pleine série B. Donc, comme tu peux le comprendre, c'est back-to-back meeting avec des fonds de VC. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que on a énormément de demandes de la part des investisseurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un business model aujourd'hui où on atteint un ARR supérieur à 5-6 millions. On devient très intéressant pour des boîtes qui investissent en série B. On a des métriques qui sont extrêmement saines et un marché qui est important. Et donc, en fait, une fois que tu as aligné ces trois choses, et c'est pour ça que typiquement, tu es ma première apparition média depuis un an, quand tu as ces Et trois très content. et bien, quand tu as ces trois éléments en fait alignés, Ouais. aujourd'hui, le levée de fonds, c'est plutôt de se dire, OK, qui va être le meilleur partenaire? Pour quelle valorisation? Quelle va être Hmm. en fait les 3, 4 prochaines années de sport? C'est, on va dire, un luxe quand tu lèves de l'argent, plutôt que de se dire, OK, comment tu arrives à convaincre quelqu'un de mettre de l'argent dans ta boîte? Ok, ok. Donc
c'est vraiment impressionnant de voir comment vous avez navigué à la fois le Covid et cette bulle qu'on connaît depuis 2022 dans la tech et qui a rebattu les cartes. Euh, J'imagine que donc tu parles un peu de ton job aujourd'hui, mais j'imagine que en bientôt 7-8 ans d'entrepreneuriat, tu as quand même beaucoup travaillé sur des notions qui sont compliquées comme le management, euh, comme la productivité, notamment au sein de tes équipes. Sur ces deux notions-là en particulier, quels conseils tu donnerais que ce soit à tu vois, des salariés, des entrepreneurs, quels conseils tu donnerais sur le management déjà et ensuite sur la productivité? Bah, en fait, moi, j'ai toujours appris, c'est toujours quelque chose qui m'a perturbé d'avoir un manager qui me demande de travailler plus ou de manière plus intense lorsque lui n'a pas le même skin de game. Donc, j'ai toujours comme conscience de, en fait, toujours l'idée par l'exemple. Et des choses, moi, très bêtes que je fais dans la boîte qui montrent effectivement mon skin de game extrêmement fort. Je me souviens qu'une stagiaire avait dit à son père un jour, le CEO est en train de faire la vaisselle. C'est-à-dire qu'il y avait la vaisselle qui débordait de la chose et donc j'étais en call avec un investisseur et je faisais la vaisselle en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de sous-tâche pour un CEO. Demain, on me demande de venir au bureau pour réceptionner une commande un dimanche. Je suis là à la première heure. Donc, c'est souvent des choses qui se perdent quand la boîte grossit. C'est Ouais. c'est de se dire, en fait, on a des personnes qui s'occupent de ça. Et donc, derrière, je pilote de loin et je ne suis plus, en fait, je ne touche plus à des sujets qui sont un petit peu en dessous de moi. Et en fait, c'est vraiment ça, cette compétence. Et j'espère que c'est ça que je transmets à mes équipes, c'est que on est tous dans la même direction et il n'y a pas de saut métier et il n'y a pas de tâche en dessous des compétences de quelqu'un. Donc ça, Ça donne la culture, ça. c'est Ça, exactement ça. ça oriente, ouais. Et la deuxième chose, c'est toujours être, alors comment dire ça? C'est toujours être parcimonieux. J'ai jamais compris, typiquement quand des personnes font un seed ou une série A, qui prennent des bureaux extraordinaires, qui font des soirées au moment du seed ou de la série A pour effectivement Ouais. célébrer leur succès, alors que en fait c'est juste une dette. En fait, lever de l'argent, c'est une dette. On doit de l'argent à nos investisseurs. Et donc, moi, pour te prendre des exemples tout bêtes, dans nos bureaux, on a eu des logos, on a eu un logo présent devant notre bureau que depuis 6 mois. Donc, ça fait 3 ans qu'on a des bureaux sans logo parce que le logo, en fait, n'apporte pas de valeur à l'entreprise. Pareil, aujourd'hui, j'économise, en tout cas, aujourd'hui, typiquement, je suis le seul à avoir la carte bleue de l'entreprise. Donc, il n'y a pas en fait de budget, ou en tout cas de dépenses extrêmement libres de la part des équipes. Chaque dépense est vérifiée, chaque dépense est analysée, de la licence de 15 euros de Zoom au recrutement à 80K d'un lead tech. Chaque dépense est effectivement vérifiée et analysée. Et derrière, en fait, ça crée cette dynamique-là. Ça crée de la dynamique de pourquoi on dépense, pourquoi on s'investit, et derrière, quel ROI on va aller chercher. T'as pas choisi le modèle WeWork, quoi. C'est exact. T'as pas choisi le modèle. On dépense sans compter, on a des services pas rentables et on fait la fête tout le temps, quoi. C'est exactement ça. Et ça n'empêche pas de. Voilà, là, on a fait un séminaire l'année dernière. On a fait une soirée de Noël à la fin de l'année 2023 où j'ai distribué un bonus exceptionnel à l'ensemble des équipes. Mm. Parce qu'en fait, moi, je me comporte comme une entreprise. On est de la tech, très bien. Mais à la fin des fins, on est une entreprise. Et donc, derrière, Ouais, on a café illimité, on a un peu tous les perks qu'on connaît dans le milieu des ouais, startups. Mais on ne va pas commencer à payer, par exemple, une agence de com 100K pour ouais. faire nos relations presse. Ça n'a pas de sens, en fait, économique. Ça, c'est quand même méga intéressant pour quelqu'un qui veut en rejoindre, tu vois, notamment, je pense à des devs, des products un peu seniors ou même des sales. Euh, je vois pas mal de nos partenaires qui se positionnent exactement comme ça et en fait, ouais, tu rentres dedans, bah, tu comprends un peu ce que c'est que l'entrepreneuriat. Tu comprends ce que c'est que comment est-ce que tu fais pour gagner de l'argent, rendre un client satisfait, le garder sticky, lui apporter tout le temps de la valeur, etc. Pas beaucoup dépenser. Ça a énormément de valeur, je trouve, qu'on met pas assez en avant pour l'expérience employée. Et là, ce sera un peu ma dernière question. C'est toi, personnellement, qu'est-ce que ça t'a apporté toute cette journée entre guillemets
Qu'est-ce qui fait que tu continues au jour le jour? Ah, qu'est-ce qui fait que je continue? On va dire que aujourd'hui, je me sens obligé par rapport à la boîte. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends en fait que depuis maintenant 3 ans, je vois énormément de personnes s'investir. Et donc, en fait, paradoxalement, même si je porte entre guillemets l'entreprise et je crée cette dynamique, c'est plutôt les gens qui me portent. Quand des moments de down, de réflexion, c'est plutôt, je me dis, en fait, pour qui je travaille aujourd'hui? Je travaille pour mes équipes. Parce qu'effectivement, elles ont été skin the game pendant plusieurs années, elles le continuent à l'être au quotidien. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, on va dire qu'aujourd'hui, j'ai accompli, voilà, aujourd'hui, si l'aventure des sports s'arrête, c'est pas quelque chose sur lequel je vais pouvoir regretter de pas d'avoir un sentiment en fait d'inachevé. Donc là, la vraie question, c'est où je veux aller demain. C'est quelle dynamique que je veux créer. Et effectivement, ça, c'est un futur qui, moi, alors, m'excite un peu et me fait peur surtout. C'est de passer de 140 personnes à 300 personnes, de passer de 10 millions d'ARR en fin d'année à 30 millions dans les 2 prochaines années. Et donc ça, c'est des enjeux effectivement Hmm. de développement personnel qui vont être importants, qui sont très intéressants. Mais voilà, j'ai plutôt moi, une vision extrêmement court-termiste de mon positionnement chez Besport, dans le sens où aujourd'hui, je me lève au quotidien, c'est pour mes équipes. C'est pour mes équipes et pour que derrière, elles aient le fruit de leurs investissements. Canon. Et elles ont l'air de bien te le rendre également. En tout cas, merci beaucoup, Zach, d'avoir été présent chez nous. Moi, enfin, ça a été très riche pour moi, personnellement. Je pense pour certaines personnes aussi. Dans la room, on aura accès au replay et je pense qu'on le mettra aussi sur notre podcast et notre YouTube. Très, très riche. Je pense que beaucoup de gens ont découvert Bisport. Vous êtes moins connus sur le marché parisien. Normal, vous êtes basé à Barcelone. Mais beaucoup de gens ont découvert et je suis ravi de t'avoir accueilli ici, Zach, dans ce nouveau format TPC. Eh ben, Euh, nickel. Alors, juste dernière information, effectivement, nous, on recrute. On recrute ouais, beaucoup, notamment en produits, tech, data. On recrute à Paris et à Barcelone. Donc, voilà, n'hésitez pas à contacter nos RH ou à contacter directement les hiring managers avec plaisir pour avoir du coup vos CV et participer à cette aventure. yes, hésitez vraiment pas. Merci beaucoup, Zach. Merci au public. Et puis, je vous dis bon appétit et à très bientôt. Merci à vous.